Dans cette vidéo, je vais retracer en détail mon parcours universitaire. Je vais vous expliquer comment j'ai pu étudier à HEC Lausanne, au MIT et à Harvard, comment je suis devenu assistant étudiant auprès de 4 professeurs différents, comment j'ai réussi à obtenir une moyenne universitaire de 19 sur 20. Je vais répondre à absolument toutes les questions que j'ai reçues par rapport à mes études, les plus grandes leçons que j'ai pu tirer de mon parcours et vous expliquer pourquoi j'ai un avis plutôt négatif sur le système scolaire et universitaire. Allez, c'est parti! J'ai décidé de réaliser cette vidéo sous un format long. Je vous recommande donc de vous poser, de l'écouter presque comme un podcast et ça me laissera le temps de vraiment tout aborder en détail afin que je puisse partager toute mon expérience et vous faire profiter de tout ce que j'ai pu apprendre durant mon parcours. Tout commence alors que j'ai à peine 7-8 ans avec une simple question. Papa, c'est quoi la meilleure université du monde? Eh bien mon fils, ça s'appelle Harvard. C'est là où les plus grands scientifiques, les plus grands savants, les meilleurs avocats, les meilleurs banquiers, les futurs présidents vont étudier. Et tu sais quoi mon fils? Tu vas aller étudier là-bas. Harvard de base, c'est vraiment un rêve de mon père. Il a toujours été passionné par les études et depuis mon plus jeune âge, il m'a transmis la valeur de celle-ci. Il m'a répété plusieurs fois, alors que j'étais gamin, qu'il fallait absolument que je fasse les meilleures études possibles et qu'il fallait que j'aille étudier à Harvard. Le truc, c'est que quand j'étais jeune, je n'aimais pas du tout étudier. Et surprise, ça n'a absolument pas changé avec le temps. J'ai toujours détesté l'école et par la suite, j'ai continué à détester l'université. Mais peu à peu, à force qu'il me le répète, eh bien, cet objectif d'aller à Harvard, il rentrait dans ma tête. J'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, j'avais envie d'être le meilleur, de me donner à 100% dans tout ce que je faisais et donc je me suis mis par la force des choses l'objectif en tête de réussir à faire les meilleures études possibles. Pendant mes premières années d'école, je suis pas un bon élève, je suis toujours en train de bavarder, toujours en train de foutre la merde, j'oublie de faire mes devoirs et j'ai une relation conflictuelle avec la plupart des profs. Mais en général, je me démerde toujours pour quand même obtenir des notes moyennes, voire bonnes, à mes différents tests. En fait, j'ai aucune motivation. Mon but, c'est juste de passer mon année. Étant donné que je suis un petit peu compétitif, j'essaie quand même d'avoir une bonne moyenne. Mais je ne vois absolument pas en quoi ce que j'apprends à l'école va m'aider dans ma vie future. Surtout qu'à l'époque, mon objectif, c'est de devenir footballeur professionnel. Alors autant vous dire que la géographie et l'histoire, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt pour mon avenir. Mais bon, il y a tout ça qui change quand je suis ado et quand j'entre au lycée parce que j'arrête le foot. Je me rends compte que je vais pas finir ma carrière là-dedans et donc je dois opter pour un nouveau choix de carrière. Comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, je voulais devenir riche. J'avais cette ambition profonde de réussite et pour moi qui a grandi dans une famille relativement pauvre, ça devait forcément passer par gagner beaucoup d'argent. Du coup, comme mon père me l'a conseillé, comme mes profs me l'ont conseillé et comme tout le monde de manière générale le conseille dans la société, eh ben je me dis qu'il faut absolument que je fasse les meilleures études possibles, que j'ai dans la finance, dans le management, dans le commerce et que c'est grâce à ça que je vais obtenir ma liberté financière. Je commence donc le lycée avec une optique bien différente. J'ai un véritable plan d'action. Je vais faire le meilleur CV possible pendant les 5 prochaines années et je vais aller faire mon master dans l'une des meilleures universités du monde. Et c'est de là qu'on peut tirer la première leçon de cette vidéo. Si vous voulez réussir dans les études, il faut commencer le plus tôt possible. En effet, ça va vous donner un avantage considérable. On va en parler en détail par la suite, mais quand vous postulez dans une grande université, ils vont regarder tout votre parcours. Et plus vous pouvez démontrer que vous avez fait preuve de leadership, que vous étiez quelqu'un d'ambitieux, que vous avez une certaine culture, un certain parcours, et bien plus vous avez de chances d'obtenir votre place. J'ai commencé à avoir cette optique quand j'avais 16 ans, mais j'aurais pu même commencer encore plus tôt. La deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est que c'est super important d'avoir un objectif. Ça m'a toujours choqué quand j'étais gamin et que les profs nous demandaient ce qu'on voulait faire dans la vie en début d'année et que la plupart d'entre eux ne savaient absolument pas quoi répondre. Selon moi, c'est l'une des plus grosses erreurs que l'on peut faire. Notre temps sur cette terre est compté. Et si on n'a pas de plan, eh bien, c'est impossible d'atteindre une destination si on ne sait même pas qu'elle existe. Je suis convaincu que peu importe notre âge, il faut toujours avoir en tête un objectif pour les 5 prochaines années. Et si on ne sait pas ce que c'est, eh bien, il faut passer la plupart de son temps à essayer plein de choses pour savoir ce que l'on veut vraiment obtenir. Du coup, je suis vraiment dans cette optique d'avoir le meilleur CV possible. Et ça va commencer durant ma 2e année de lycée où je vais faire ce qu'on appelle en Suisse une maturité bilingue. Je vais aller étudier pendant 1 an en Allemagne et apprendre l'allemand et ça me permettra d'avoir une mention sur mon bac qui dit que justement j'ai étudié en Allemagne. Ça va être une expérience très difficile, notamment à cause de ma famille d'accueil. Et bref, je vous passe les détails. C'est aussi pendant mes années de
lycée que je vais décider de devenir entraîneur de foot, ce qui à nouveau peut être ajouté à mon CV et montre que je sais faire preuve de leadership. Toujours dans la même optique, à la sortie de mon lycée, je vais rejoindre les forces spéciales de l'armée suisse et je vais même grader et faire sergent. À nouveau, c'est une expérience hors du commun qui montre que j'aime me challenger et ça va peser lourd dans la balance pour mes futures candidatures universitaires. Je vais aussi aller faire un stage à Nestlé alors que j'ai même pas encore 18 ans et montrer que j'ai eu envie de me confronter tôt au monde du travail. On peut en tirer une troisième leçon, c'est le fait que peu importe notre âge, peu importe où on est dans notre vie, c'est super important de toujours se donner à 100% et de ne pas simplement laisser le temps passer. La plupart de mes camarades de classe, quand ils étaient au lycée, ils se disaient bon, je dois juste finir mon lycée, essayer de pas redoubler, et tant que j'ai fait ça, c'est bon, je peux aller m'amuser avec mes potes, je peux regarder la télé, je peux aller fumer des joints, je peux aller en boîte, bref, je peux chiller. Ça, je pense que c'est une énorme erreur, parce que quand on est jeune, on a énormément d'énergie, on a énormément de potentiel, et de se dire qu'on peut gaspiller tout notre temps tant qu'on passe notre année, eh bien, c'est faire preuve d'énormément de fainéantise. Depuis que j'étais ado, j'étais convaincu que chaque année compte, et je suis extrêmement content d'avoir eu cette philosophie. Au niveau de mes notes, je me donne un petit peu plus au lycée que ce que je faisais quand j'étais à l'école. Mais ce n'est pas pour autant que je suis un élève modèle. J'ai une moyenne de 14, 15 sur 20 je dirais, ce qui est plutôt pas mal, mais j'aurais clairement pu prendre mes études beaucoup plus au sérieux. Et ça, je vais amèrement le regretter. Parce qu'en réalité, j'aurais pu aller étudier à Harvard directement dès la fin du lycée. Et ça, énormément de personnes ne le savent pas. C'est beaucoup plus intéressant et même peut-être plus facile d'être accepté à Harvard pour faire son bachelor plutôt que pour faire son master. Donc, si aujourd'hui vous commencez votre lycée, ça peut être une très bonne option de travailler très dur, d'obtenir de très bonnes notes, en parallèle d'apprendre l'anglais pour pouvoir passer les tests qui seront nécessaires à votre acceptation dans une grande université américaine, et puis en parallèle s'entraîner à passer les SATs qui sont des tests standardisés américains qui aussi seront nécessaires pour pouvoir postuler. En réalité, si vous faites ces efforts-là, alors que vous êtes ado, eh bien vous avez quand même pas mal de chances d'être accepté dans une des meilleures universités américaines, autrement appelée Ivy League School. En tout cas, si je pouvais revenir en arrière, c'est ce que je ferais. Mais bon, moi je suis pas au courant et je me dis que mon option c'est vraiment lors de mon master. Et donc je sais que mes notes au lycée, elles sont pas si importantes. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est les notes que j'obtiens quand je suis à l'université. Je vais donc sélectionner la meilleure université de ma région qui s'appelle HEC Lausanne. En Suisse, les deux meilleures universités, HEC Lausanne et HEC Saint-Gall. Saint-Gall est plus reconnu, mais c'était en Suisse allemande et c'était très loin de chez moi. J'ai donc opté pour HEC Lausanne qui est aussi une très bonne université. Le système suisse est un petit peu différent du système français. Il n'y a pas d'examen d'entrée, il n'y a pas de prépa. Non, la vraie sélection, elle se passe lors de la première année. C'est un gros challenge et il y a plus de 50% des personnes qui vont redoubler ou même abandonner. Du coup, je prends ça extrêmement au sérieux. Pendant mes vacances estivales, je vais faire un véritable plan d'action. Je vais organiser toutes mes périodes de révision et tout mon programme dans Google Agenda et je vais dès le premier cours être un élève modèle. Je m'asseye en face du prof, je prends des notes sur absolument tout ce qui est dit, je fais des exercices plusieurs fois, je fais des résumés, je vais parler aux assistants et je vais parler aux élèves de deuxième année afin qu'ils m'expliquent exactement comment réussir ma première année. À nouveau, je pense qu'on peut en tirer plusieurs leçons. La première, ça va être de planifier ses études, d'avoir une véritable organisation et de mettre toutes les chances de son côté en réfléchissant à son avenir. Il suffit pas de faire comme tout le monde, se pointer, d'écouter en classe et prendre quelques notes sur son ordi. Non, on a un véritable objectif, obtenir les meilleures notes possibles. Et donc, il faut s'en donner tous les moyens. Deuxième leçon, une autre chose que je vais faire, c'est que je vais dire à littéralement tous mes potes que je vais obtenir une moyenne de 6 sur 6 en Suisse, ce qui équivaut à 20 sur 20. Je vais même faire 2 paris. Des paris de merde, hein. Je suis étudiant, je suis faugé, je crois que je parie une bière et un McDo. Mais ce qui est important, c'est que je mets mon ego en jeu. Si j'arrivais pas à obtenir ces notes, eh bien, je perdais la face. Et ça va énormément m'aider à rester discipliné dans les moments difficiles. Je vais aussi mettre en place le principe de Pareto. En me préparant pour ma première année à l'université, j'ai lu un livre qui s'appelle The One Thing, qui est encore aujourd'hui un des livres qui m'a le plus influencé et qui explique comment démultiplier sa productivité. À l'intérieur, on parle du fameux principe de Pareto, qui dit que 20% des actions procurent 80% des résultats et qu'il faut donc prioriser attentivement ce que l'on va faire et ce que l'on ne va pas faire. J'ai raconté cet exemple des dizaines de fois, mais c'est parce qu'il est particulièrement important. Pendant cette première année universitaire, je vais voir l'extrême majorité des étudiants faire exactement la même chose. Ils se pointent en cours, ils écoutent le prof en étant à moitié attentifs, ils vont faire des résumés du cours, ils vont ensuite se poser à la bibliothèque et lire les résumés de leur cours, et ils vont se pointer à l'examen et faire une note de merde, parce que dans l'examen, on leur demande pas d'écouter un prof,
On leur demande pas de faire des résumés de cours, on leur demande pas de lire des résumés de cours, non, on leur demande de faire des exercices et savoir résoudre des problèmes. Et moi, j'ai la grande chance de ne pas faire cette erreur. Moi, je vais, dès le début de l'année, aller poser des questions aux étudiants des années supérieures pour leur demander qu'est-ce qu'il y a dans l'examen, à quoi ressemble l'examen. Pas pour savoir exactement la question qui va être posée, mais pour savoir le type de question et le format de l'examen. Dans la plupart des cours, on a même accès à des anciens examens pour pouvoir s'entraîner. Et je vais donc, dès le début de l'année, aller les regarder afin de savoir à quoi je vais avoir affaire. Je vais ensuite, en fonction de ce que j'ai appris, réfléchir à comment je vais étudier et ce que je vais étudier. Et pour la majorité de mes cours, je vais en fait même pas aller en cours parce que je réalise rapidement que le prof ne fait que lire ses présentations PowerPoint. Je vais à la place aller à la bibliothèque, lire la présentation PowerPoint moi-même, aller regarder les séries d'exercices qui sont très similaires à ce qu'il y a dans les examens et m'entraîner en faisant plusieurs fois ces séries d'exercices. À chaque fois que je fais une erreur, je vais la noter et si j'arrive pas à comprendre pourquoi, je vais aller poser une question aux assistants et je vais m'entraîner pendant plusieurs dizaines d'heures, notamment pendant la période de révision en fin d'année, à faire tous les anciens examens jusqu'à ce que j'arrive à les faire très facilement, très rapidement et en faisant aucune erreur. Je vais bien sûr aussi lire les slides, mais beaucoup moins de fois que la plupart des autres étudiants et je vais faire quelques résumés, mais pas des résumés théoriques, non, des résumés qui expliquent comment réussir à faire les types d'exercices qui vont se retrouver dans l'examen. Pendant cette première année, je travaille comme un véritable bourrin. Et ça, c'est une autre leçon que j'ai apprise lors de mon parcours universitaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes qui réussissent aux études, c'est pas les personnes les plus intelligentes. Je me rappelle encore très bien, il y avait une fille dans mon cours de maths qui faisait que de poser des questions débiles. Vraiment, elle n'arrivait pas à comprendre la donnée de l'exercice, elle comprenait pas les problèmes, et chaque jour, elle venait une question débile après l'autre. Et une fois en cours, pendant qu'elle me parle, un de mes potes me dit, bon, ce qui est cool, c'est que l'année prochaine, elle sera plus avec nous, vu qu'elle aura redoublé, et donc on n'aura plus à perdre du temps à cause de ces questions. On se marre, mais ce qu'on ignorait à ce moment-là, c'est qu'on avait complètement tort. Cette fille, elle avait peut-être pas le plus gros QI de notre université. Ce qu'elle avait en revanche, c'était de la discipline. Elle posait autant de questions parce qu'elle avait vraiment envie de comprendre. Elle était ultra attentive pendant tous les cours et elle restait à la bibliothèque tous les jours jusqu'à la fermeture. Cette fille-là, elle a passé l'examen de maths en faisant 20 sur 20. Et par la suite, elle a réussi à devenir assistante pour un des profs. A contrario, quand j'étais au lycée, j'avais une camarade de classe qui était super intelligente. C'est une des seules personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui avait véritablement un niveau d'intelligence qui était tellement supérieur que souvent, j'arrivais même pas à comprendre son raisonnement qui lui permettait de répondre juste à des questions que je ne comprenais même pas. Et bien cette fille-là, elle a redoublé son année à l'université. On vous a menti, même dans des branches intellectuelles comme les maths, les meilleurs élèves, c'est pas les élèves les plus intelligents, c'est ceux qui travaillent. Et heureusement pour moi, j'en faisais partie. Je réussis mon premier semestre à HEC Lausanne en obtenant une note de 5,7 sur 6. J'obtiens presque que des 6, sauf un 5 en comptabilité, je m'en rappelle encore, et un ou deux 5,5. Le truc, c'est que j'avais parié que j'obtiendrais 6 sur 6 de moyenne. Et en Suisse, on a tendance à arrondir au demi le plus proche. 5,7, ça s'arrondit à 5,5 et 5,8, ça s'arrondit à 6. J'avais donc perdu mon pari, mais je n'abandonne pas et je vais faire recours. En effet, à HEC Lausanne, on a le droit d'aller regarder nos examens pendant une fenêtre de temps limitée. Je crois qu'on a que 5 minutes par examen. Et si on voit une erreur dans la correction, eh bien, on peut écrire une lettre au doyen pour demander à une rectification. Je vais donc aller regarder tous mes examens attentivement et je vais repérer plusieurs erreurs dans la correction de l'examen de comptabilité. Je vais faire recours et je vais réussir à faire passer ma note de 5 à 6, ce qui fait passer ma moyenne universitaire au premier semestre de 5,5 à 6, quand on arrondit. Je gagne mes 2 paris et je suis dans le top 5 des meilleurs élèves de mon année. C'est con à dire, mais le jour où je reçois mes notes, c'est, je pense, le jour où je ressens le plus de joie de ma vie. Ça m'a rendu plus heureux de recevoir ce bulletin de notes que de devenir millionnaire. Pourquoi? Parce que c'est arrivé plus tôt dans mon parcours et parce que je pensais avoir foiré. En effet, après mon examen de maths, j'avais comparé mes réponses avec les meilleurs élèves de mon année. Ils avaient des réponses différentes et ils avaient les mêmes réponses entre eux. Du coup, je pensais que j'avais fait faux. L'examen de maths étant le plus important sur cette première année, et bien dans ma tête, je disais déjà adieu à mes rêves d'études universitaires à Harvard. Heureusement pour moi, c'était mes potes qui avait fait faux et j'obtiens bien la note de 6 sur 6 à mon examen de maths. C'est donc une énorme surprise quand je reçois mon bulletin de notes et que je vois que mes rêves sont bien intacts et que j'ai encore une chance d'aller étudier dans les plus grandes universités du monde. Pendant le deuxième semestre de la première année, eh bien j'améliore encore mes techniques de révision. En effet, j'avais quand même passé énormément de temps à apprendre des choses qui se retrouvaient pas dans les examens, j'étais encore brouillon. Bref, je me professionnalise et ça me libère même un petit peu de temps libre. J'utilise ce temps libre pour lancer mes business et notamment mon agence de marketing digital
en parallèle avec un de mes potes. Je le fais pour gagner de l'argent parce que je suis fauché à l'époque, mais aussi pour avoir une expérience dans le business. Premièrement parce que ça me passionne, mais aussi parce que je suis conscient que de réussir à lancer un business en parallèle de ses études, c'est une chose de plus que je vais pouvoir ajouter à mon CV et qui va faire pencher la balance en ma faveur si je veux postuler à Harvard. Et je pense qu'on peut en tirer une importante leçon, qui est que même pendant nos études, on peut faire quelque chose en parallèle si on s'organise bien et qu'on y a fort intérêt. C'est pendant cette période que je vais tomber sur le programme VUS, Visiting Undergrad Students à Harvard. En effet, à HEC Lausanne, on a la possibilité de faire des échanges universitaires, ce qui va nous permettre pendant notre troisième année d'aller étudier dans des universités partenaires. Je regarde la liste des universités partenaires, malheureusement, je vois aucune université qui m'intéresse. En effet, HEC Lausanne n'a pas de partenariat avec les plus grandes universités du monde, étant donné que c'est juste une université du top 50 européen. Mais bon, j'abandonne pas, je pose des questions et au final, je me rends compte qu'on a la possibilité de faire un échange en free mover. En gros, ça va être notre responsabilité d'aller démarcher des universités à l'étranger et de faire accepter notre dossier. Si notre dossier est accepté, HEC Lausanne va nous donner la possibilité d'aller étudier dans cette université-là et prendre en compte les crédits qu'on aura accumulés pendant notre échange. Le truc, c'est que quand on fait du free mover, eh bien, on doit tout gérer soi-même. C'est beaucoup plus difficile à obtenir et on n'a aucune chance d'obtenir une bourse. Mon plan à l'époque, c'était d'attendre le master. Mais je me dis que qui ne tente rien n'a rien. Du coup, je vais me renseigner sur internet et j'essaie d'aller regarder toutes les universités qui m'intéressent, notamment Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Wharton, Berkeley, etc. En faisant mes recherches, je me rends compte que Harvard et Columbia, eh bien, ils ont des programmes d'échange qui pourraient fonctionner avec moi. À nouveau, on peut en tirer une leçon. Et c'est tout simplement le fait de toujours se renseigner par soi-même, être débrouillard si on veut pendant son parcours universitaire. Si j'avais juste suivi la masse, j'aurais uniquement fait un diplôme normal. Et pire encore, si j'avais eu ce réflexe d'être débrouillard et de me renseigner un petit peu plus tôt, eh bien, comme je vous l'ai dit avant, je n'aurais pas fait mes études à HEC Lausanne, mais j'aurais directement postulé à Harvard pour mon bachelor. Heureusement pour moi, je fais pas la même erreur deux fois et je saute sur l'occasion de postuler pour ce programme d'échange. Ça va me permettre d'aller étudier à Harvard pendant un semestre. Par contre, il n'y a pas de bourse et ça coûte environ 30 000 $. Faut que je fasse toutes les démarches moi-même. Je vais devoir passer le TOEFL, je vais devoir avoir des lettres de recommandation de mes profs, je vais devoir faire une lettre de motivation, passer plusieurs tests, envoyer mon CV, etc., etc. En plus de ça, c'est très difficile d'être accepté. Il n'y a qu'une 50aine de places et chaque année, plusieurs milliers de personnes essayent d'entrer dans ce programme. C'est un programme qui est très convoité parce qu'il permet d'avoir exactement la même expérience qu'un étudiant à Harvard tout en étant dans une autre université. Il y a donc énormément d'étudiants des meilleures universités européennes et américaines qui ont envie de pouvoir ajouter Harvard à leur CV. Et contrairement à d'autres options comme un diplôme en ligne ou une summer school, qui est tout simplement le fait de venir à l'université pendant les vacances estivales, eh bien, pour faire partie de ce programme, il suffit pas de payer. Non, il faut être sélectionné par un jury et le taux d'acceptation est extrêmement bas. Quand j'étais là-bas, j'ai demandé au responsable des admissions et bien qu'il ne veut pas me dire les chiffres exacts, elle me disait que le taux d'acceptation du programme VUS, il se rapprochait de celui des étudiants en bachelor à Harvard, qui est de 3,2%. Ça aurait pu me décourager parce que ça me demande énormément de travail en plus de mes études pour faire mon dossier. J'ai très peu de chances d'être accepté. Ça coûte extrêmement cher. À l'époque, mon business, il commence à peine. Il fait quelques milliers d'euros par mois et c'est pas du tout clair pour moi comment je vais pouvoir payer les frais de scolarité si je suis accepté. Mais bon, vous commencez à me connaître. Je vais pas me laisser décourager. Je suis extrêmement heureux. J'ai pris cette décision. Je vais faire ma postulation. À nouveau, je garde la même optique de Pareto. Qu'est-ce qui est le plus important pour que je me fasse accepter? Je vais aller sur les forums. Je vais aller regarder sur site officiel. Je vais me renseigner pendant de nombreuses heures sur YouTube et sur Internet pour essayer de créer le meilleur CV possible, la meilleure lettre de motivation, passer mon TOEFL, etc., etc. Le premier truc que je vais faire, c'est écrire ma lettre de motivation. J'ai cherché rapidement sur mon ordinateur, mais je n'arrive pas à retrouver la lettre officielle. J'ai cependant réussi à récupérer un draft, donc c'est pas la version finale. Il y a encore quelques fautes, les tournures de phrases sont pas magnifiques, mais je vous la mets à l'écran et je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Je galère énormément à écrire cette lettre de motivation parce qu'à l'époque, mon anglais, il est encore loin d'être parfait et j'ai jamais été très bon en écriture. En général, je suis meilleur dans les branches techniques, faire des calculs, avoir un raisonnement logique. Mais bref, je fais de mon mieux et je vais souligner les points les plus importants pour être accepté qui étaient notés sur le site d'Harvard. Premièrement, il faut faire preuve
d'ambition. Je leur montre donc que j'étais déterminé dès mon plus jeune âge à travers ma lettre. Deuxièmement, c'est important d'avoir des activités extrascolaires, alors voyager, etc. Donc j'en parle plusieurs fois. C'est aussi important pour les universités aux États-Unis d'avoir un mix de cultures, des parcours et des backgrounds différents. Je vais donc aussi mettre ça en avant dans ma lettre. Ils aiment aussi savoir que l'étudiant s'est renseigné par rapport à l'université. Je vais donc mentionner un des cours et je vais même relier le prof qui est lui aussi nigérian à mes origines pour montrer que j'ai fait mes recherches et qu'étudier à Harvard, ce serait un véritable plus pour moi. Finalement, il faut démontrer de l'excellence. Je vais donc parler de tous mes plus grands accomplissements et démontrer du leadership. C'est donc là que mon expérience dans l'armée et en tant qu'entraîneur de foot vont fortement me servir. Je vais aussi devoir fournir un CV. Celui-là, je l'ai retrouvé. Je vous le montre aussi à l'écran. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Et à l'intérieur, je vais lister toutes les choses qui augmentent mes chances d'être accepté dans cette université. Je vais aussi demander à 2 de mes profs pour lesquels je suis assistant de me faire une lettre de recommandation. Je suis extrêmement chanceux qu'ils aient joué le jeu et qu'ils m'aient écrit ces lettres car je pense que sans elles, j'aurais jamais été accepté. Finalement, je vais aussi devoir passer le TOEFL, qui est un test standardisé d'anglais. Je vais réussir à obtenir la note de 109 sur 120. C'est pas extraordinaire. Et étant donné que je suis pas quelqu'un de bilingue, que mes parents m'ont jamais parlé en anglais, c'est quand même un résultat honorable qui dépasse largement la note minimale de 100 sur 20 qu'il était nécessaire d'obtenir. Pour passer ce test, je vais tout simplement regarder énormément de séries en anglais sous-titrées anglais. Si vous voulez vraiment apprendre l'anglais, c'est vraiment le hack, le truc qui m'a énormément aidé. Beaucoup de gens regardent des séries en anglais sous-titré français, mais vous allez apprendre 10 fois moins que si vous faites l'effort de regarder en anglais sous-titré anglais et à chaque fois que vous comprenez pas un mot, vous allez chercher sur internet. Je vais aussi tout simplement me renseigner sur YouTube pour apprendre à passer le TOEFL, de nouveau avec la même optique. Je vais réussir à obtenir des examens blancs, des examens tests et je vais passer le TOEFL plein de fois en m'entraînant vraiment en condition plutôt que faire la même erreur que plein de gens font qui est de, je ne sais pas, essayer d'apprendre du vocabulaire en anglais alors que ce qui est important pour passer le TOEFL, c'est de savoir faire l'exercice qu'il y a dans le TOEFL. Bref, pendant 5 mois, en plus d'étudier pour maintenir ma moyenne universitaire, eh bien cette postulation, elle prend tout mon temps libre. Je vais aussi en parallèle postuler à Columbia, qui est une des autres meilleures universités américaines, au cas où je me fais pas prendre à Harvard. Comme ça, j'ai toujours une option de rechange. On est en mai 2018 et c'est le jour de vérité. J'ai obtenu il y a quelques semaines une réponse positive de Columbia et j'attends avec impatience la réponse de Harvard concernant ma candidature. À l'époque, j'ai déjà commencé ma chaîne YouTube et je vais donc filmer ma réaction en live quand j'apprends la réponse d'Harvard. Oh putain. Oh putain, je suis pris les gens, je suis pris. Oh putain. Ouh, oh mon dieu. À nouveau, c'est incroyable pour moi, je ressens une énorme fierté et ça valide tous les efforts que j'ai faits au cours de l'année précédente. Et le truc, c'est que ça me confronte aussi à un énorme dilemme. À l'époque, je gagne déjà plusieurs centaines de milliers d'euros par mois grâce à mon business. Et je suis réellement en train de me poser la question si je dois continuer à étudier, si je dois arrêter les études pour m'y consacrer à plein temps. Avant d'obtenir la réponse d'Harvard, je m'étais donc posé un ultimatum. Si Harvard refusait ma candidature, j'arrêtais l'université. Et si Harvard acceptait ma candidature, eh bien, je continuais et je finissais mon bachelor. Donné que la réponse est positive, je suis obligé de continuer. Je vais donc, quelques mois plus tard, aller dans la ville de Cambridge où se trouve le campus de Harvard. Arrivé à Harvard, je vais prendre 3 cours. Et ouais, aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Ils ont très peu de cours. C'est très courant pour un étudiant d'avoir 3-4 cours par semestre. Le reste du travail, il faut vraiment le faire soi-même de son côté. Je vais prendre un cours de finance qui s'appelle Financial Markets où on va parler de marché financier, de ce qu'est une banque, fonctionnement de la bourse. On va parler du crash de LTCM, un des hedge funds américains, je m'en souviens encore. On va calculer des discounted cash flow. Bref, vraiment des choses extrêmement standards. J'avais déjà vu la plupart des choses en fait à HEC Lausanne. C'était peut-être légèrement plus poussé. Je vais aussi, pour la première fois, et ça c'est une importante leçon que j'en retire, comprendre que dans énormément de cas de figure, investir passivement, c'était la meilleure stratégie. On va parler de l'efficient market hypothesis. On va même voir que statistiquement, dans 80% des cas, investir dans un portefeuille équilibré dans le marché permet de battre les hedge funds. Je vais prendre un autre cours d'économie, aussi basé sur la finance, et cette fois beaucoup plus théorique. On va faire principalement des équations, des maths, des dérivés, etc., etc. Et c'est, je pense, le cours universitaire le plus difficile que j'ai eu. Il y avait énormément de travail à faire à la maison. On nous donnait juste de la théorie, on devait tout déduire, mais c'était pas non plus quelque chose de beaucoup plus difficile que les cours que j'avais vus
à HEC Lausanne. Finalement, je vais aussi prendre un cours de leadership au MIT. Le MIT, c'est une autre des meilleures universités américaines qui se trouve en fait juste à côté du campus d'Harvard. Et il y a un partenariat entre ces deux universités qui m'a permis d'avoir aussi un cours là-bas. Ce cours-là, il est super intéressant parce qu'il est donné par un lieutenant-colonel de la Air Force américaine. Et la plupart des élèves, c'est des futurs pilotes de la Air Force. Et au début, c'est extrêmement bizarre de faire partie de ce cours. C'est la première fois que je suis confronté vraiment à la mentalité militaire américaine où ils sont vraiment ultra patriotiques et je retrouve un type d'enseignement très similaire à ceux que j'avais à l'armée. On va apprendre des choses très spécifiques à l'Air Force, mais aussi des trucs plus applicables dans nos vies personnelles et je vais d'ailleurs en tirer une leçon importante qui est qu'en communication, c'est plus important d'être clair que d'avoir l'air intelligent. J'avais toujours pensé qu'il fallait faire de longs discours, utiliser des mots compliqués et impressionner tout le monde. Mais cette lieutenant-colonel, eh ben, elle va me prouver l'inverse. Quand on parle, le plus important, c'est d'être clair. Et quand on utilise des tournures de phrases et des mots compliqués, en fait, on va perdre la plupart des gens. Ça demande une véritable compétence de savoir exprimer ce que l'on sait de la manière la plus simple, concise possible. On va en fait, pendant plusieurs cours, écrire une phrase et essayer par tous les moyens de diviser le nombre de mots par 2. Et je suis convaincu que c'est une des choses les plus importantes que j'ai apprises à Harvard et que j'utilise encore aujourd'hui dans ma manière de parler et surtout dans ma manière d'écrire. Je vais aussi aller visiter d'autres cours. On a le droit quand on est à Harvard de se planter dans n'importe quel cours, aller écouter et voir si ça nous intéresse. Et je vais en profiter notamment pour aller regarder un cours de négociation durant lequel je vais apprendre une leçon très intéressante qui est que quand on négocie, quand on veut influencer, c'est plus important d'écouter que de parler. Comme le dit Dale Carnegie, seek first to understand, then to be understood. Essaie d'abord de comprendre avant d'essayer d'être compris. Je vais apprendre 2-3 autres trucs par-ci par-là qui vont être utiles pour le reste de ma vie. L'extrême majorité du contenu des cours, c'est des choses qui sont absolument pas applicables à la vie réelle, dans le business ou même dans un futur emploi. C'est très théorique et tout comme c'était le cas à HEC Lausanne, au final, la seule chose qui va m'importer pendant ce semestre, ça va être de passer mon examen. Je suis donc relativement déçu de ce que j'apprends dans les cours. Et surtout quand on a payé plus de 26 000 francs suisses pour pouvoir avoir accès aux cours. Un autre point important quand on fait ce genre d'études, c'est la vie sur le campus. Le fait de pouvoir socialiser, networker et créer des connexions. Malheureusement pour moi, je vais passer la plupart de mon semestre enfermé dans ma chambre. Car en plus des cours, j'ai un business à gérer. Je vais donc pas trop faire la fête, pas trop sociabiliser. Ça, c'est extrêmement dommage. Parce que je suis convaincu qu'à Harvard, ça va nous être beaucoup plus utile de créer des relations que de tout simplement aller en cours. Je vais quand même rencontrer mon roommate, Yann, que je vais d'ailleurs convaincre de lancer un site e-commerce et on va même filmer les chiffres qu'il a réalisés dans une de mes vidéos YouTube de l'époque. Il a par la suite été faire un master à Oxford, travaille dans un fonds immobilier, c'est quelqu'un qui a super bien réussi et c'est le cas pour la majorité des personnes que je vais rencontrer à Harvard. En effet, s'il y a bien un truc qui est dingue à Harvard, c'est le futur des étudiants qui étudient là-bas. Toutes les personnes qui ont été acceptées à Harvard, elles ont quelque chose d'extraordinaire en elles. C'est d'ailleurs ça qui va me permettre d'avoir la réalisation la plus importante que je vais avoir en étudiant là-bas. Et c'est tout simplement me rendre compte que la plupart des gens qui étudient à Harvard, eh bien, c'est juste des humains. C'est pas des geeks avec des cheveux dans tous les sens. C'est pas des surhommes qui arrivent à faire des calculs ultra compliqués en quelques secondes seulement. Non, c'est des gens qui sont intelligents et c'est surtout des gens qui sont ambitieux et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs. Et du coup, quand je parle à toutes ces personnes-là, je me dis non mais attends, si ces personnes-là, c'est les futurs présidents, si ces personnes-là, c'est les futurs milliardaires, si ces personnes-là, c'est les futurs plus grands scientifiques, eh bien, moi aussi, je peux faire de grandes choses. Et ça m'a donné énormément de confiance en moi pour la suite. Ça m'a montré qu'il faut que je voie toujours plus grand. Malheureusement pour moi, je vais pas faire assez de networking. À ce moment-là, je parle pas encore super bien anglais, je suis un petit peu timide, je suis focalisé sur mes business et je ne fais pas l'effort de sortir de ma zone de confort. C'est tout con, mais networker, c'est à 90% juste l'effort de parler aux autres. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'ultra charismatique. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de super marrant ou d'avoir déjà plein de connexions. Non, en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai appris à travers un mec qui s'appelle Jeff et qui étudiait à Harvard en même temps que moi. Ce mec, il connaissait tout le monde et je suis sûr qu'il a un réseau de dingue et que ça l'a aidé énormément dans toute la suite de sa carrière. Il a réussi à créer ce réseau tout simplement parce qu'il était toujours souriant, il disait bonjour à tout le monde et il se rappelait des prénoms des gens. Donc si aujourd'hui vous voulez devenir plus populaire, vous voulez networker, vous voulez faire des connexions, eh bien focalisez-vous sur ces 3 choses. À Harvard, ce qui m'a aussi impressionné, c'est le CV des professeurs. Tous les professeurs ont un track record de dingue. C'est des leaders dans le monde de la recherche, ils ont publié des livres, interviewés à la télé. Donc c'est super intéressant, mais malheureusement,
au final, pendant les cours, ils vont tout simplement répéter un syllabus, répéter un programme universitaire classique. Et on va pas vraiment pouvoir interagir avec eux, si ce n'est en leur posant des questions sur le contenu du cours. Du coup, ça c'est aussi une petite déception, car au final, c'est pas si utile que ça d'avoir des profs aussi reconnus si ils nous enseignent la même chose qu'un prof dans une université classique. Les examens à Harvard, ils sont un petit peu différents qu'à HEC Lausanne. Il y a une grosse partie de la note qui est due à la présence en cours, ce qui était un problème pour moi parce que j'avais pris l'habitude à HEC Lausanne de plus aller en cours. Il y a une autre partie de la note qui est due au midterm, donc des examens en milieu de semestre, et la plupart de la note qui est quand même due à l'examen final. Un truc qui m'a choqué à Harvard, c'est que c'est relativement facile de tricher. Dans certains examens, on a le droit d'utiliser notre téléphone comme calculatrice. Il y a même certains examens qu'on peut prendre et remplir à la maison. La seule chose qui empêche les gens de tricher, c'est d'avoir juré sur l'honneur qu'ils allaient pas le faire. Au début, ça me laisse perplexe. Surtout qu'après discussion avec certains des autres étudiants, je me rends compte qu'il y a quand même une partie considérable des gens qui trichent. Mais au final, je comprends que c'est tout simplement parce qu'à Harvard, les examens, c'est pas si important que ça. Il y a en réalité plus de 90% des étudiants qui passent leur année. Ce qui est dur à Harvard, c'est pas de passer son année, d'être accepté à l'université. C'est donc pour ça que les examens sont relativement faciles. J'ai trouvé personnellement qu'ils étaient pas plus difficiles que ceux que j'avais eu à HEC Lausanne. Je passe mes examens et j'ai choisi une option qui s'appelait Pass or Fail, qui permet en fait de pas affecter la moyenne que j'avais à HEC Lausanne. En fait, je n'obtiens pas de notes sur mes examens, j'obtiens juste la mention pass qui dit que j'ai réussi ou fail. J'obtiens donc des passes partout, j'ai réussi tous mes examens, mais je saurai jamais exactement la note que j'ai obtenue. Je rentre ensuite à HEC Lausanne pour faire mon dernier semestre universitaire et j'obtiens mon bachelor en juillet 2019. Je vais ensuite arrêter mes études universitaires, je vais pas aller faire de master comme c'était prévu, tout simplement parce qu'entre-temps, je suis devenu millionnaire grâce à mes business en ligne et que j'ai envie de me consacrer à 100% à ceci. Du coup, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'en ai tiré et qu'est-ce que je ferais si c'était à refaire. Premièrement, je suis convaincu qu'au niveau des connaissances, au niveau des contenus des cours, aller à Harvard, c'est inutile. Tout ce que vous apprenez à Harvard, vous pouvez l'apprendre depuis chez vous à un prix qui est infiniment plus faible. J'ai appris pas mal de choses en finance, en maths et même en leadership. J'aurais pu apprendre exactement les mêmes concepts, voire même des informations encore plus intéressantes en achetant quelques livres ou en regardant quelques vidéos YouTube sur le sujet. Même si vous voulez vraiment avoir un prof d'Harvard qui vous apprend des choses, eh bien vous avez tout simplement à prendre des cours en ligne chez Harvard. Ce sera beaucoup moins cher et vous obtiendrez les mêmes informations. Non, si on va à Harvard, c'est pas pour les connaissances. C'est premièrement pour la social proof, la preuve sociale. Si on va à Harvard, c'est pour pouvoir dire qu'on est allé à Harvard, parce que ça renvoie à une notion de compétence. Si on a été à Harvard, ça veut dire qu'on a passé ce processus de sélection. Ça veut dire qu'on a l'intelligence, ça veut dire qu'on a les compétences, la discipline, le leadership et l'ambition nécessaires pour être accepté. Et bien que ce soit surtout très utile dans le monde professionnel du travail, quand on est employé, dans le milieu corporate, eh bien même moi, à mon niveau, avec mes business en ligne, ça m'a été utile. J'ai remarqué plusieurs fois, quand je dis que j'ai étudié à Harvard, que les gens me prenaient plus au sérieux dans le monde du business. Et je pense que ça m'a aussi aidé à renforcer ma crédibilité sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a un véritable plus au niveau de la réputation, de la crédibilité qui est apportée grâce au tampon de cette université. La deuxième chose que Harvard m'a apporté, c'est le networking. J'en ai pas assez profité, mais j'ai créé une amitié avec Yann, qui est quelqu'un de très compétent, qui pourra peut-être m'aider dans la suite de ma carrière. On a même à un moment été partenaires sur un business. Je suis convaincu que si j'habitais aux États-Unis et que je m'étais créé un réseau un peu plus important, eh ben j'aurais très probablement pu en profiter dans ma carrière professionnelle. Troisième raison d'aller à Harvard, c'est si on veut lever des fonds. En effet, le fait d'être allé étudier à Harvard, ça vous garantit presque la possibilité de pouvoir lever des centaines de milliers d'euros, si ce n'est plus, pour votre startup ou votre business. Ce qui peut vous faciliter la tâche en fonction du type de business que vous voulez lancer. Du coup, est-ce que je le refais si c'était à refaire? Eh bien, je ne pense pas. Si aujourd'hui, je retourne à mes 18 ans, je sors du lycée, eh bien, je pense que je ne ferai aucune étude universitaire. Mais attention, c'est uniquement le cas pour moi. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, d'avoir mon propre business, d'être mon propre patron. Et je suis convaincu que si vous êtes comme moi, si vous êtes persuadé que vous n'avez jamais envie d'être salarié, eh bien faire des études, c'est pas la bonne voie. Parce que toutes les compétences qu'il vous faudra pour être entrepreneur, vous allez les apprendre beaucoup plus vite en lisant des livres et surtout en entreprenant. Je pense absolument pas que les études se soient adaptées pour ça. Par contre, si vous voulez faire salarié ou que vous n'êtes pas convaincu
convaincu que le business, c'est votre voie. Faire des études, ça peut vous laisser du temps pour réfléchir tout en vous créant une assurance de toujours avoir la possibilité de trouver un emploi relativement bien payé. Finalement, si vous êtes passionné par un certain métier qui demande de faire des études, tels que médecin ou avocat, eh bien là, la question ne se pose même pas. Je pense juste que c'est super important de comprendre le concept de coût d'opportunité. Énormément de personnes, quand ils se rappellent de leurs études, eh bien, ils se rappellent uniquement des bons côtés. Ils vont se dire qu'ils ont appris la discipline, qu'ils ont fait des relations, qu'ils ont appris les statistiques, et puis qu'ils ont vu quelques concepts intéressants en management. Mais ce qu'ils oublient, c'est que pour obtenir ces petites choses-là, eh bien, ils ont aussi dépensé 5 ans de leur vie. Et pas n'importe quelles années, certaines des meilleures années de leur vie, quand ils sont jeunes et qu'ils ont un cerveau qui fonctionne super bien. Je suis pas en train de cracher sur l'université, mais je pense qu'aujourd'hui, il est super important de se poser, d'y réfléchir à 2 fois. La plupart des gens, ils vont à l'université parce que tout le monde va à l'université. Mais dans plein de cas de figure, je pense que c'est une erreur. Donc je vous invite fortement à peser le pour et le contre. Et si vous décidez de faire des études, eh bien visez les meilleures études. Parce que réussir à étudier à Harvard, à Stanford, à HEC Paris ou à London Business School, eh bien ça vous donnera une énorme social proof et ça vous permettra de rencontrer des personnes très intéressantes. Donc donnez-vous vraiment à 100%. A contrario, avoir un diplôme d'université top 100 européen, eh bien à moins que ce soit vraiment nécessaire pour faire un métier qui vous passionne, je pense que c'est dans énormément de cas de figure une grosse perte de temps. Du coup, ne faites pas partie de la masse qui suit bêtement et fait des études simplement parce que c'est ce qu'on nous a conseillé de faire. Non, posez-vous des véritables questions, fixez-vous un plan et surtout, donnez-vous à 100% parce qu'on n'a qu'une vie. C'est uniquement en faisant des efforts qu'on obtiendra ce qui en vaut la peine. Les études m'ont énormément apporté, mais j'ai appris encore plus de choses à travers mon parcours dans le business. Et j'ai donc fait une vidéo où je partage toutes les leçons que j'ai apprises en passant d'étudiant fauché à plus de 50 millions de chiffres d'affaires générés. Je vous laisse donc avec cette vidéo si elle vous intéresse en cliquant juste sur la notation. Allez,